Alors, moi aussi, j'ai envie de dire merci à tout le monde. J'ai envie de dire merci aux jeunes d'abord, j'ai envie de dire merci aux autres jeunes dont nous faisons tous partie, euh, parce que vraiment, je trouve que cette soirée est très illustrative de ce qu'on peut espérer. Et c'est le mot que je souligne, c'est-à-dire espoir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la rumination du passé qu'on n'a jamais faite, mais c'est vraiment faire quelque chose de notre blessure. La blessure, on l'a eue, mais on ne s'y est pas soumis. Et maintenant, on en fait quelque chose, on en fait une compréhension, on en fait un changement culturel, on en fait un changement de rapport entre nous, êtres humains. Donc je crois qu'effectivement, comme M. Joutard disait, on a gagné. Alors, dans un premier temps, dans les années d'après-guerre, ça a été le temps du déni. C'est-à-dire que c'était le temps où, pour nous, il était émotionnellement très difficile d'en parler, d'autant que quand j'étais enfant et que j'en parlais, tout le monde riait. Vous avez bien entendu. Tout le monde riait parce que c'était impensable. Et quand je racontais mon enfance et quand je racontais mon évasion à 6 ans et demi, personne ne me croyait et tout le monde riait. Et on me donnait un petit peu d'argent pour aller acheter des bonbons. Déjà, les bonbons avaient un grand rôle dans mon développement personnel. Mais ils signifiaient, ces bonbons-là, je ne les aimais pas parce qu'ils signifiaient tais-toi. Et que c'est vrai que pour ma part, j'ai pratiqué le déni comme beaucoup de gens dans la salle parce que c'était difficile à dire. Et c'était difficile à dire parce qu'on n'était pas entendu. C'est-à-dire que les paroles et nos paroles étaient gelées par les réactions du contexte culturel qui nous faisaient taire. Alors, je pense aussi que lorsqu'on a eu une immense blessure, que ce soit une blessure de la vie ou une blessure sociale ou une blessure culturelle, on a un choix. Le premier choix, c'est de se soumettre, et dans ce cas-là, on est perdu. On répète, on rumine, on répète, on rumine, et on passe notre temps dans la tristesse. Et le deuxième choix qu'on a à faire, qui n'est pas le plus facile, c'est la créativité. Et je le redirai encore, comme ça a déjà été dit, dès l'instant où on a une blessure immense comme ça, on est contraint à la créativité. Ce qui ne veut pas dire que tous les créateurs sont contraints à la blessure. Hein. C'est-à-dire que, mais on est contraint, ou bien le choix, il s'impose à nous, se soumettre ou créer. Et ce soir, on voit que les jeunes ont été très créatifs. Et je ne sais pas comment vous avez réagi, je les ai tous trouvés passionnants. Mais ce qui a provoqué en moi le plus d'émotion, c'est leur silence. C'est-à-dire que c'est le moment où ils se sont tus, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait passer le message le plus fort. C'est au moment où, parce que nous, à ce moment-là, on mettait nos idées à la place de leur silence, on s'identifiait à eux, et je pense que ces deux prix me comblent de plaisir, parce que le jeune de Fleury-Mérogis qui était noir, celui qui découvrait la Shoah, or, effectivement, il y a beaucoup de gens actuellement qui aimeraient provoquer une guerre entre les Juifs et les Noirs, alors qu'on ne se laissera pas faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'autour de Mandela, il y avait beaucoup de Juifs qui sont morts, assassinés pour avoir défendu la cause noire. Il y a beaucoup de Juifs qui ont été en prison avec Mandela et beaucoup de Juifs qui ont milité pour donner la victoire à Mandela. Donc je pense qu'on continuera comme ça et on ne se laissera pas faire par ceux qui veulent des fauteurs de... Quand j'étais enfant, on appelait ça les fauteurs de guerre. Donc je pense que là encore, on ne se laissera pas faire. Alors, j'ai été, bien sûr, Korjak, je le connais, je le fréquente depuis longtemps, et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est vrai ce que je viens de dire. Je fréquente Korjak depuis longtemps parce que, quand j'étais enfant dans les années d'après-guerre, la première fois que j'ai pu commencer à parler de la Shoah, c'était grâce à Louba et grâce à Anna Wilner, que des gens dans la salle ont connu, parce que c'était les élèves de Korjak. Elles avaient été formées par Korjak en Pologne. La Shoah les avait bousculées, les avait attirées en France pour mon bonheur. Alors, parce que je les ai connues, et j'ai été chez elles, c'était la plage, j'ai été chez elles, et elles étaient hyper toniques, elles avaient toujours quelque chose à faire. Alors, j'ai un grand merci à leur dire à elles aussi
Sauf qu'il y a un truc qu'elles n'avaient pas compris, c'est pour ça que je suis très content qu'un prix ait été accordé pour le sport, c'est que Anne Louba et Anna Wilner, le matin, nous faisaient commencer la journée par un jogging à jeun. Et ça, c'est pas pardonnable. Ça, c'est... C'est-à-dire qu'après, on mettait toute une journée à s'en remettre. Alors, mais par ailleurs, parce que sur le plan intellectuel, sur le plan affectif, le mot affect, je le reprendrai beaucoup ce soir, sur le plan affectif, elles nous ont réchauffés. Sur le plan intellectuel, elles nous ont dynamisés, mais sur le plan physique, je ne leur pardonne pas mes hypoglycémies que j'ai faites toute la matinée à cause de leur jogging matinal. Alors, Korjak fait partie de ces médecins éducateurs. C'est curieux d'associer les deux noms, et pas loin d'ici, il y a une rue où il y a le cabinet de Boris Dolto et Françoise Dolto. Et Françoise Dolto aussi était un médecin éducateur. Et ça paraît curieux d'associer les deux, parce qu'un médecin, normalement, c'est fait pour soigner, mais c'est fait aussi pour prévenir. Et dès l'instant où un système éducatif, une philosophie de l'éducation se met en place, je peux vous assurer qu'on prévient. On prévient beaucoup de malheurs dans la vie, et on sait maintenant que lorsque les premiers mois de la vie sont bien sécurisés, les enfants sont des bien partis dans l'existence. Ça ne veut pas dire que c'est gagné pour toute la vie, mais au moins ils sont bien partis. Alors que quand on est mal parti, ça ne veut pas dire que c'est perdu pour toute la vie, mais ça veut dire qu'il faudra ramer pour se remettre dans le courant de ceux qui ont appris à vivre. Alors Korjak fait partie de ceux qui effectivement ont déclenché une nouvelle manière de penser les enfants. C'est volontairement que je commets cette faute de français, parce que penser les enfants, parler les enfants, c'est les constituer autrement. Lorsqu'on pensait les enfants comme étant... Alors il y avait une pensée charmante quand j'étais gamin, on disait qu'il fallait dresser les garçons, parce que sinon ça allait devenir des bêtes sauvages. Et alors il y avait des méthodes éducatives qui étaient très efficaces. T'as rien compris au théorème de Pythagore? Mets tes doigts comme ça. Bang, on recevait un coup de règle sur le bout des doigts, ça faisait très mal, et hop, on comprenait le théorème de Pythagore. C'est-à-dire que... Or, et on pensait les garçons comme des bêtes sauvages, il fallait les dresser, et il fallait entraver les filles, parce que vous connaissez les filles, hein, si on ne les entrave pas, elles vont se prostituer. Ces préjugés, ces stéréotypes charmants organisaient des méthodes éducatives. Et Korjak, Françoise Dolto et d'autres, Montessori, Freinet, puis beaucoup d'autres, ont pensé l'enfant différemment. Et le pensant différemment, ils ont organisé les interactions éducatives, affectives, autour des enfants de manière totalement différente. Quand j'ai commencé mes études de médecine, on nous disait surtout pas d'émotion, parce que l'émotion pollue l'esprit scientifique. Je vous assure qu'on nous apprenait ça. Alors on faisait des publications sans intérêt, où on faisait des courbes plus ou moins trafiquées pour obtenir les résultats qu'on espérait. On appelle ça une publication scientifique. Et quand on avait publié ça, pas d'émotion, parce que l'émotion, nous disait-on, c'est la pollution de la pensée. Je vous assure, pollution de la santé. Tiens, j'ai fait un lapsus intéressant. Ça, il va falloir que j'en parle à mon psychanalyste, ça va encore me coûter une fortune, ce truc-là. C'est-à-dire que c'était vraiment... On avait des a priori, des stéréotypes, mais il faut faire attention parce que les historiens nous apprennent que c'est des événements, c'est des livres qui structurent la pensée, ce qui est vrai. Mais les préjugés structurent aussi la pensée, et les préjugés jouent un rôle important dans la manière dont on prépense, ou proto-pense, ou même quand on récite quelque chose qu'on n'a pas jugé, on a perdu sa liberté intérieure, et quand on récite quelque chose, on est soumis. Donc je pense que ce que nous ont appris les jeunes tout à l'heure, c'est de ne pas se soumettre. Il y en a même une qui a proposé de faire au lycée Montienne d'appliquer les principes de Korjak. Vous allez avoir du mal, hein, je crois. Que là, vous allez... Donc ça veut dire que c'est la différence qu'il y a, je crois, entre les instructeurs et les éducateurs. Un instructeur... Sade était instructeur. Quand j'étais enfant, j'ai volé les livres de Sade parce que je croyais que c'était des livres érotiques.
j'ai été cruellement déçu. Les enfants ne volaient pas les livres de Sade, c'est sans intérêt. C'est-à-dire, c'est uniquement des cours d'économie politique, et puis de temps en temps, un truc sexuel sans intérêt, stéréotypé, toujours le même truc, sans intérêt. Alors que ça, c'était l'instructeur. Il instruisait. Tu es un enfant, tu comprends rien, tu es bête, tu es idiot. Je vais te faire en sorte, moi, instructeur sadique, je vais faire en sorte de te mettre dans la tête les idées que tu vas réciter pour avoir tes examens. Mais surtout, ne réfléchis pas, ne pense pas. Alors, Sade, instructeur, immobilisait les enfants, les méprisait. Et quand Korjak et d'autres nous ont appris à penser les enfants de manière différente, donc à se les représenter de manière différente, on ne pouvait plus les mépriser. C'est-à-dire qu'il fallait à ce moment-là comprendre leur niveau de développement, et ça a été un des premiers à dire que ce n'étaient pas des personnes en voie de développement, mais que c'était des personnes abouties. C'est-à-dire que c'est des personnes, elles ont leur niveau de compréhension, leur niveau d'expérience, leur manière... Et je suis personnellement stupéfait, je ne sais pas comment font les enfants, pour, avec si peu d'expérience, arriver à comprendre tant de choses. Alors qu'en vieillissant, on a de plus en plus d'expérience et on comprend de moins en moins de choses. Alors, il y a eu un mouvement qui s'est déclenché comme ça sur le respect, et c'était une révolution. Aujourd'hui, ça nous paraît nécessaire. Les enfants ont droit au respect, ça fait partie des droits des enfants. Ils ont droit à l'éducation, droit à l'affection, droit à la protection, droit au respect. C'était une révolution, parce que lorsqu'on pensait en termes de hiérarchie, lorsqu'on pensait nos rapports entre êtres humains en termes de loi du plus fort, qui est le plus fort ? Celui qui est le plus fort physiquement, celui qui a l'armée ou la police avec lui, celui qui a l'argent avec lui. Quand on pensait les rapports humains en termes de loi du plus fort, les enfants étaient perdus. On les méprisait. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de force physique, donc ils étaient méprisables. Dès l'instant où on pense les enfants, c'est volontairement que je commets cette faute de français, dès l'instant où on pense les enfants en tant que personnes, on les constitue en tant que personnes. Ce qui fait que nous, bien sûr, on leur donne des droits et que eux, ça implique qu'ils aient aussi des devoirs, ce qui n'est pas le plus facile. Alors, cette manière de penser établit de nouvelles relations, et établit de nouvelles relations dans les institutions, établit de nouvelles relations dans l'instruction, dans les lycées et dans les rapports humains. Et Louba ayant été formé par Korjak, chaque fois que à Stella-Plage, dans l'institution de Stella-Plage où j'étais, chaque fois qu'il y avait des bêtises d'enfants, des bagarres, des vols de chocolat, c'est que celui qui n'a pas volé du chocolat quand il était enfant lève la main. Voilà. Ah bah, il y en a une qui n'est pas normale, là. Elle a levé la main. Vous n'avez pas volé de chocolat ? Vous devriez en parler autour de vous, hein, c'est pas... Alors, dès l'instant où ces petites bêtises d'enfants, ces petites transgressions d'enfants, où en effet, vous avez raison, j'ai participé à un travail au Portugal sur les petites transgressions d'enfants. Le mot transgression est un peu abusif, vous savez, c'est trafiquer son carnet de notes, c'est lire un livre en cachette pendant que le prof parle, enfin les petites bêtises d'enfants. Il y avait donc ces petites transgressions sont en forte majorité commises par des garçons. Et les filles transgressent beaucoup moins que les garçons. Alors, qui a raison ? Peut-être que c'est normal de transgresser. Peut-être que la transgression, c'est la preuve d'un espace de liberté intérieure. Peut-être que ça veut dire, moi, petit transgresseur, je dis transgresseur, j'exagère un peu, hein, mais transgresseur, je vais trafiquer un petit peu, je vais tricher un petit peu. C'est ne pas se soumettre. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les catégories étaient claires. Il y avait ceux qui se soumettaient. En neurologie, on appelle ça le psittacisme. Le psittacisme, c'est le langage des perroquets. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le langage des perroquets, on croit qu'ils ont pensé, alors qu'en fait, ils ne font que réciter la pensée d'un autre. Et ils donnent l'apparence de penser, parce que c'est pas vrai.
Alors qu'en fait, ceux qui transgressent un peu, les enfants casse-pieds, les enfants contestataires, je me rappelle un jour une psychothérapie avec un gamin de 9 ans, adorable, et il contestait tout. Il contestait tout le monde. Alors on me l'amène en psychothérapie, parce que c'est quand même pas normal qu'un gosse de 9 ans conteste. On me l'amène en psychothérapie, j'ai une discussion, ce gosse était admirable d'intelligence et de maturité, ce qui n'est pas toujours un bon signe de développement. Et ce gosse était admirable, et puis il me dit, mais enfin, vous êtes docteur, oui. Alors expliquez-moi, pourquoi est-ce qu'on infantilise les enfants? Alors, eh bien, il m'a fait penser, ce gamin. Il m'a fait penser, parce que je ne m'étais jamais posé la question. Et c'est lui qui m'a obligé à me poser la question, pourquoi est-ce qu'on les infantilise? Ils comprennent presque tout. L'expérience viendra avec l'âge, mais ils comprennent presque tout. D'ailleurs, la preuve, c'est que ils apprennent une langue, la langue maternelle, ils l'apprennent en 10 mois. 20e, 30e mois. Sans livre, sans école, sans prof. Essayez de refaire la même performance après, vous allez voir. C'est-à-dire que si j'étais né en Angleterre, j'aurais appris l'anglais en 10 mois, comme tous les petits Anglais. Comme je ne suis pas né en Angleterre, ça fait 60 ans que je suis débutant en anglais. C'est-à-dire... Alors, ce mot affection est vraiment la découverte des hommes et des femmes de cette époque. Et probablement, je pense que le trauma, l'immense trauma de la Shoah, a mis en valeur l'importance de relations affectives. C'est-à-dire que si la plupart des enfants qui sont mauvais à l'école sont des enfants qui ont des angoisses, parce que chez eux, ça souffre. Ça souffre pour des raisons conjugales, ça souffre pour des raisons historiques, ça souffre pour des raisons sociales. Il ne faut pas oublier que les enfants dont la famille est en précarité sociale ont de moins bons résultats scolaires que les autres, parce que ça souffre autour d'eux. Je crois qu'il ne faut pas confondre précarité sociale et pauvreté. Je connais beaucoup de gens pauvres qui entourent très bien leurs enfants et leurs enfants se développent très bien. Et je connais beaucoup de cultures et de pays pauvres où les enfants sont respectés et se développent très bien. Précarité sociale, c'est tout autre chose. Précarité sociale, c'est je ne sais pas où mes enfants et moi on va dormir ce soir. Oh, ça fait 3 mois tiens, je fais des lapsus terrifiants, ça fait 3 jours qu'on mange n'importe quoi. Je ne peux pas, j'ai pas la liberté d'esprit d'établir des relations de jeu et d'affectivité avec mes enfants parce que l'angoisse me torture et je ne sais pas ce qu'on va faire demain. Ça, c'est la précarité. Donc quand les enfants se développent dans un milieu familial ou dans un milieu socio-culturel dominé par la précarité, tout le monde est anxieux et les parents ne peuvent pas servir de base sécurisante pour leurs enfants. Et l'angoisse est un grand inhibiteur de la pensée. Quand on joue à penser, on propose des idées, on se trompe, on se dispute, c'est pas grave. On argumente, ça n'a pas d'importance. Quand on est anxieux, on est rigidifié. Et à ce moment-là, on a de mauvais résultats scolaires. Alors ça veut dire que plus on sélectionne un enfant tôt, plus on aggrave l'injustice sociale. Parce qu'on peut très bien être anxieux à un moment de sa vie, et si on aide les parents, si la société évolue, si la culture évolue, en ce moment-là, les enfants peuvent rattraper leur retard très rapidement, quelques mois, très rapidement. Alors, maintenant qu'on considère les enfants comme des personnes, ça pose le problème de l'obéissance. Si on n'obéit pas, on ne pourra pas vivre ensemble. Jusqu'à quel point doit-on obéir ? C'est-à-dire qu'on le voit dans toutes les guerres. Toutes les guerres, les soldats, les gens qui ont gardé un peu de jugement, un peu de liberté intérieure, se posent ce problème. Jusqu'à quel point je vais obéir, c'est-à-dire me soumettre à la loi de celui qui a le pouvoir, la police, la loi avec lui. Dans toutes les guerres, ce problème se pose. Et il s'est posé en France, bien sûr. C'est en France, il y a eu moins de juifs assassinés que dans d'autres pays européens. Et par exemple en Hollande, où l'antisémitisme n'existait pas ou très peu, là, presque tous les juifs hollandais ont été assassinés. Alors que dans les années 30, où il y avait un antisémitisme français très fort, c'est là où il y a eu le plus de justes. C'est là où il y a eu le plus d'hommes et de femmes qui ne se sont pas soumis à la doxa, à la récitation
qui voulait les dominer et qui voulait leur dire « il faut tuer les Juifs parce que c'est moral ». Et puis aussi, il disait, la même doxa disait « il faut tuer les nègres parce que ce n'est pas des vrais êtres humains ». Il faut tuer les tziganes, il faut tuer les homosexuels, parce que c'est pas des vrais... Il n'y en a qu'un qui ne peut pas, il n'y en a qu'une seule espèce qui ne peut pas être tuée, c'est les blonds aux yeux bleus. Dolicocéphale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, dolicocéphale, ça veut dire crâne long. Je ne sais pas pourquoi on est plus intelligent quand on a le crâne long que quand on a le crâne rond. Mais alors il y a sûrement des scientifiques qui savent exister ça. Parce que voilà, en vous parlant, ça me rappelle une publication d'anthropologie que j'avais lue. Parce qu'il y avait en Allemagne, le bon docteur Mengele, il y a le musée du judaïsme à Berlin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Les jeunes Allemands sont très courageux, très honnêtes. Et le musée du judaïsme, je l'ai trouvé très beau, très bien documenté. Et je parlais avec ces jeunes Allemands qui m'expliquaient, en public, on est courageux. Je leur disais mon admiration. Et ils disaient, oui, en public, on est courageux. C'est-à-dire qu'on parle de l'histoire de notre pays qui a commis cet immense, cet incroyable crime. Dans les familles, pas un mot. Dans les familles, on ne peut pas en parler parce que la proximité affective donne trop de poids aux mots. C'est facile à comprendre que les mêmes mots n'ont pas le même poids si je parle à quelqu'un que j'aime ou à quelqu'un que j'aime pas. Si ma boulangère me dit « Monsieur Cyrulnik, je vous aime pas », je vais me dire, tiens, elle est drôle, elle sait pas ce qu'elle perd. Si ma femme et mes enfants me disent les mêmes mots, là, je ne vais pas rigoler. Ce sera les mêmes mots, le poids affectif sera tellement différent que je serai blessé profondément blessé dans le deuxième cas. C'est peut-être ça qui explique que c'est avec les gens les plus importants de notre vie qu'on s'explique le plus mal. C'est avec eux qu'on a le plus de mal à parler. On peut dire en public des choses qu'on ne peut pas dire en privé parce que le poids affectif est beaucoup trop gros. Et ça explique peut-être aussi pourquoi les survivants, les revenants plus que survivants, revenants, comme les fantômes sont des revenants, les revenants se sont tus parce qu'ils n'avaient pas la force de le dire et parce que vous n'aviez pas la force de l'entendre. Et que le déni a été un mécanisme de protection. Ça empêchait la douleur, ça l'évacuait, ça la mettait de côté. Ça a été un mécanisme de protection au prix d'une amputation de la personnalité. Et ça transmettait quelque chose à nos enfants. Alors là, il y a un problème difficile à résoudre, mais que les jeunes maintenant sauront résoudre, c'est que si je parle, et là je parle pour tous les génocides, il y a eu le Rwanda a été un génocide, il n'y a pas d'autre mot. On emploie ce mot de manière abusive maintenant. On l'emploie de manière même choquante, ridicule. Pas pour les Rwandais. Les Rwandais, là, il y a eu un génocide. Or, lorsque on parlait de l'horreur de ce qui s'était passé, on transmettait le trauma, l'horreur du trauma, en pleine tête de ceux qu'on aimait. Donc, se taire, c'était un mécanisme de protection, de confort pour nous et de protection pour nos enfants. Donc on s'est tu. Mais en se taisant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les jeunes se sont tus tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déclenché en nous une intense émotion. Parce que le silence indiquait le lieu du mystère. Le fait de ne pas parler indiquait le lieu du cimetière. C'était une intense émotion. Donc les parents traumatisés par la Shoah ou par le Rwanda ou par d'autres tragédies de l'existence, au moment où ils se taisent, ils protègent leurs enfants et transmettent l'angoisse de la non-représentation du silence. Pourquoi papa qui parle tellement de son enfance, quand je lui demande de quel pays il vient, ou je te dirai plus tard, pourquoi maman qui parle tellement de ce qu'elle fait et qui est tellement gaie, quand je lui dis mais maman, où était ta famille pendant la guerre? Ben écoute, c'était la guerre, c'est fini tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce silence? Le silence transmet l'angoisse, alors que la verbalité transmet l'horreur. Alors docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que la seule solution, c'est le détour par l'œuvre d'art. C'est-à-dire le détour par l'histoire, par le film raté, par le roman minable, par l'essai philosophique.
qui sont naïfs, qui sont mal faits, qui sont pleins d'erreurs historiques, ça n'a aucune importance, c'est un lieu de parole qui nous est offert. Ah, mais ce film Holocauste, il y a plein de naïveté, il y a plein d'erreurs. Ah oui, mais toi, tu y étais. Le journal d'Anne Frank, c'est tout à fait supportable, hein, c'est une famille gentille, il n'y a pas d'horreur dans le journal d'Anne Frank. Mais Anne Frank, tu sais, ma fille, mon fils, Anne Frank, elle parle un peu de moi. Elle parle de manière, on peut comprendre, on peut chercher à comprendre. C'est une grande fille de 14 ans, on peut chercher à comprendre ce qui s'est passé. Anne Frank est mon porte-parole. C'est-à-dire que ce que je ne peux pas dire à ma fille, je peux le faire dire à Anne Frank. Et c'est elle qui est mon porte-parole. Donc on a besoin de ce détour, et ce détour passe par la culture. Et c'est pour ça que je pense que Corjac, Françoise Dolto, d'autres, hein, Montessori, Frey, des philosophes, ont participé à cette nouvelle manière de penser l'enfant et de penser donc nos relations humaines entre adultes. Alors bien sûr, donner la parole aux enfants, ça ne veut pas dire leur permettre de dire n'importe quoi. Donner la parole aux enfants, c'est leur donner l'occasion d'apprendre à structurer leur récit, c'est-à-dire de ne pas parler n'importe comment. Alors, quand Corjac a décidé de mourir avec ses 2 enfants, avec ses 200 enfants, décidément, je suis le roi du lapsus ce soir, hein, c'est-à-dire quand Corjac a décidé de mourir avec ses 200 enfants, imaginons qu'il ait refusé de les accompagner. Comment il aurait vécu après ? Il aurait vécu, il serait mort, il est mort dans la réalité, il est mort avec ses enfants, et s'il n'avait pas accompagné ses enfants, il serait mort de honte. Il serait mort de honte. C'est-à-dire qu'il a préféré mourir dans le réel que mourir de honte. Et probablement, si maintenant on parle de Corjac et si on lui dit merci, c'est probablement parce qu'il est mort. Parce que sa mort voulait dire, sa mort était un discours qui voulait dire « je respecte les enfants au point d'accepter de mourir avec eux ». Ça veut dire qu'il s'est engagé et que sa mort est une manière de nous faire comprendre que c'est comme ça qu'on doit vivre ensemble. Alors, il y a un détail aussi que les jeunes n'ont pas remarqué peut-être, j'espère qu'ils ne l'ont pas remarqué parce que je vais le dire maintenant, c'est que Corjac a été en prison, lui aussi, comme les détenus, les jeunes de Fleury-Mérogis. Corjac a été en prison, et vous savez pourquoi il a été en prison ? Parce qu'il voulait éduquer les enfants, et que les tsars, les impératifs tsaristes de la Russie de l'époque, punissaient les intellectuels polonais qui voulaient éduquer les enfants. Et j'ai un grand-père qui a été obligé de quitter la Russie parce qu'il était venu à un congrès en 1911, un congrès d'instituteurs, et qu'il avait vu comment les instituteurs éduquaient les enfants, et qu'il avait voulu faire ça en Russie et en Pologne. Et qu'il a dû partir très vite, parce que c'était interdit d'éduquer les gens du peuple, et les enfants du peuple. Et les tsars avaient raison, parce que si on veut faire régner la dictature, il faut surtout ne pas éduquer les enfants. Si par malheur on leur donne la parole, si par malheur on leur apprend à réfléchir, si par malheur on leur apprend à juger par eux-mêmes, il n'y aura plus de dictature. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme dispute ? C'est-à-dire qu'il va falloir disputer. Et en Europe, il y avait, pendant très longtemps, il y a eu l'institution des disputations. Et les disputations, on mettait des gens face à face et on leur demandait de se disputer sur un sujet. Et les Juifs étaient des virtuoses des disputations. Et je ne sais pas si ça a changé, parce qu'encore aujourd'hui, c'est très difficile d'être d'accord avec un Juif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des théories, il y a toujours des inventions, une créativité, peut-être due à la situation juive. Je vais terminer en disant que j'ai été très content de voir que c'était un noir qui défendait la cause des Juifs ou découvrait le crime contre les Juifs parce que beaucoup de Juifs ont milité, ils se sont identifiés à la cause des Noirs. Alors, j'ai rencontré Corneille, qui est rwandais, et qui est adorable. Si vous n'avez pas entendu ses chansons,
vous devez acheter ce soir les DVD. Alors, j'ai parlé avec lui. Il ne pouvait pas, c'était impossible de raconter ce qu'il avait vu et subi. Ce n'était pas possible. L'angoisse le faisait taire. Mais en le faisant taire, il se retrouvait dans la situation psycho-affective des Juifs après la Shoah. Et il a trouvé le truc, c'est la poésie, la chanson. Et il m'a dit, ce que je ne pouvais pas dire en face à face, je pouvais le dire sous forme de poésie ou de chanson, parce que je sais qu'à ce moment-là, vous l'auriez écouté. Et qu'à ce moment-là, vous auriez entendu ma tragédie, et après, si ça vous intéressait, on aurait pu en parler. C'est-à-dire que Charlotte Delbo, tout le monde a écrit à Auschwitz. Tout le monde, c'était puni de la peine de mort, tout le monde écrivait. Et quand tout le monde écrivait, c'était pour métamorphoser l'horreur de ce qui a existé et pouvoir le transformer en message pour ceux qui voulaient bien écouter, ceux qui voulaient bien chercher à comprendre, même ceux qui voulaient bien chercher à rire. Parce qu'il y avait, même ceux après, il y avait eu une manière de parler de ça où l'humour a été aussi un mécanisme de protection. Alors voilà, c'est bien maintenant que les droits des enfants soient reconnus à l'ONU depuis 90, c'est ça? Depuis, enfin, à un an près, ça doit être ça. Donc ça veut dire que les droits des enfants viennent d'être reconnus. Et c'est bien, c'est parce que c'est un marqueur culturel tout à fait important, c'est qu'à partir de maintenant, on ne pourra plus les considérer comme des choses, on ne pourra plus les considérer comme des perroquets, c'est-à-dire que, mais on va être obligé, non pas de les instruire, mais de les éduquer, c'est-à-dire que finalement, que ce soit à Fleury, Mérogis, ou que ce soit chez Montaigne, dans les deux cas, on a eu un marqueur de changement culturel. Je suis très content d'être venu avec vous ce soir. Merci.